Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la dernière minute. Alors, nouvel épisode de la dernière minute hors série numéro 1. Donc, nouvelle série de la dernière minute du premier Comme on vous l'avait dit dans l'épisode de Breakfast Club, on va faire un épisode hors série cette fois sur l'invité du Festival Lumière. Et avant de lui demander comment il va, comment tu vas Ninon ? Bah ça va, toujours là, ça change pas. Donc, cet épisode, il va être consacré à la 15e édition du Festival Lumière, et plus particulièrement à son invité qui est Wim Wenders. Wouhou. Et du coup, je dois vous avouer un truc, il y a pas si longtemps, je savais pas comment ça se prononçait. Et du coup, je l'appelais Wim Wenders. J'ai dû dire aussi Win, parce que des fois je confonds les M et les N, du coup je savais pas trop. Il y a eu Win Wenders, il y a eu... Voilà, bref, maintenant je sais comment ça se dit et je le dirai plein de fois correctement du coup pour la peine. Yes, tu vas te racheter. Et Wim Wenders, il est invité au Festival Lumière. Mais là, je vous entends, vous me dites, mais Valentin, qu'est-ce que c'est le Festival Lumière ? Mais Valentin, qu'est-ce que c'est le Festival Lumière ? Exactement. Le Festival Lumière, en fait, c'est tout simplement un festival qu'on peut dire qui fête l'histoire du cinéma. Donc il a lieu à Lyon chaque année. Et à la différence des festivals de Cannes, d'Annecy, de Clermont-Ferrand, de Belfort, de Venise, etc., etc., le Festival Lumière, il récompense pas les nouveaux films, entre guillemets. Il récompense un artiste pour sa carrière, et les films passés qu'il a fait et ce qu'il a apporté au cinéma. Donc chaque année, il y a un cinéaste qui est à l'honneur. Donc on a eu des cinéastes très mainstream comme Catherine Deneuve, Quentin Tarantino, Tim Burton l'année dernière, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Depardieu, etc., etc. Et des plus confidentiels qui parlent qu'aux cinéphiles comme Jane Fonda, Wong Kar-wai, et comme cette année par exemple Wim Wenders. Donc comme je vous l'ai dit, le festival il se déroule à Lyon en octobre. Donc pour cette 15e édition, les invités ils sont nombreux comme chaque année. Donc cette année vraiment le main event pour tout le monde c'est Wes Anderson, puisqu'il est entre guillemets plus connu que Wim Wenders. Plus populaire, on peut dire, peut-être. Plus populaire, ça serait le mot. Il y a aussi Terry Gilliam qui vient, que moi j'attends énormément. On a Hazanavicius aussi, Gaspard Noé, Jean-Jacques Hano, Karen Viard, etc., etc. Je vous laisse aller voir tout ça. Mais du coup, vous allez me dire, mais qui c'est Wim Wenders ? Parce que Tim Burton, on le connaît, mais Wim Wenders, on le connaît pas. Il est né le 14 août 1945 en Allemagne, dans la zone occupée par les Britanniques. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que la dernière bataille qui s'est passée pour libérer Berlin, elle a eu lieu entre le 16 avril et le 2 mai 1945, soit 4 mois avant la naissance de Wim Wenders. Donc en fait, lui, il naît vraiment à la fin de la guerre. Clairement, on peut dire qu'il est né à la fin de la guerre. Et du coup, il a grandi dans une époque d'après-guerre, en fait. Je pense qu'il a eu une enfance assez difficile, mais pas si difficile que ça, parce que son père est médecin, et qu'il va aller l'envoyer étudier la médecine dans des grandes écoles, un petit peu partout en Allemagne et à Paris. Alors je reviendrai un petit peu sur sa période parisienne, qui est certainement le moment de sa vie qui le fait basculer dans le cinéma. Donc il est connu principalement pour ses documentaires, ses photos, et pour moi, 2 films en particulier, sachant que je ne savais pas dire son nom avant et que je le connaissais très peu. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais je me suis renseigné. Donc les 2 films en particulier, c'est Les Ailes du Désir et Paris, Texas, qui sont quand même des très bons films. Et très important aussi, c'est qu'il est l'un des grands représentants du nouveau cinéma allemand des années 60-70, avec Werner Herzog, Fassbinder, tous ces grands noms allemands. Oui. Et là, du coup, à l'instar de Wim Wenders, vous allez me dire, mais nous, on n'est pas allemand, on connaît pas le nouveau cinéma allemand. Et je vous dire, mais moi, je connais pour vous. Qu'est-ce que le nouveau cinéma allemand ? En fait, c'est un courant cinématographique qui est inspiré de la nouvelle vague française. Donc le nouveau cinéma allemand, il s'inspire de ça, et il s'inspire aussi des événements de 1968 qu'il y a eu un petit peu partout en Europe, mais particulièrement mai 68 en France. Et en fait, le but, c'est de placer la critique sociale et politique au centre des films, et ainsi vraiment de se démarquer des films qui sont juste des films de pur divertissement. C'est-à-dire redonner un point de réflexion au cinéma et pas juste aller voir un film pour voir un film entre guillemets. Ouais. C'est comme si vous alliez voir un film de Philippe Lachaud par exemple. Philippe Lachaud, c'est un pur divertissement. C'est pas du nouveau cinéma allemand, par exemple. En fait, pour vulgariser un petit peu, vraiment vulgariser, on peut dire que ces films ils sont considérés comme des films d'auteur, loin des grands studios et les grosses productions. Ouais. Voilà, c'est vraiment pour vulgariser grandement. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans le nouveau cinéma allemand. J'avoue que je suis pas un grand spécialiste de cette période. Et moi j'adore Werner Herzog, j'avoue que c'est un de mes cinéastes préférés.
Donc peut-être qu'un jour, on fera un film, on aura un film de lui dans le podcast et on en reparlera mieux. C'est des périodes qui sont très intéressantes, qui ont duré très peu de temps, mais qui sont vraiment très très intéressantes. Et qui sont riches en fait, parce qu'il y avait un contexte politique et social tellement un peu what the fuck, et du coup c'est très riche, ouais. Et ça a laissé une trace qui est vraiment indélébile sur le cinéma moderne. Ouais, carrément. Bon, comme je vous l'ai dit, Wim Wenders, il a beau être né en pleine fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il a pas trop galéré dans la vie. Donc, il est fils d'un chirurgien, voilà, et il entame lui-même des études de médecine et de philosophie. Et entre 1966 et 1967, il vient étudier à Paris. Et en fait, il étudie pas du tout pourquoi il est venu. Il passe son temps à la Cinémathèque française. Ah. Et à la Cinémathèque française, il va découvrir des réalisateurs allemands comme Murnau, Fritz Lang, tout ce cinéma des années 20, 30, qui est vraiment la génération en fait, de ses parents, on peut dire, entre guillemets, parce que lui, il est né en 44, donc c'est la génération de ses parents. Et en fait, il découvre ce cinéma, et là, il se dit, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Et est né le Wim Wenders qu'on connaît maintenant. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de sa vie non plus, et de toute sa carrière, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand spécialiste. Je vais vous citer des œuvres majeures qu'il a fait, et que je considère comme intéressantes. Donc, il y a vraiment deux facettes dans ses œuvres. Il y a la facette fiction et la facette documentaire. Donc en 1974, il réalise Alice dans les villes, qui est un film que j'ai apprécié, j'ai bien aimé. En fait, quand je vais voir des films de Wenders, je m'attends à rien parce que... en fait, c'est vraiment pareil. Parce que tu connais pas bien, donc... exactement ça. Je connais pas et j'ai envie de découvrir, donc des fois j'en prends un comme ça et je le regarde. Là, sur mon bureau, j'en ai 5-6 que j'ai pas encore vu et que je vais me faire avant le festival. Pour être prêt. Exactement. Donc en 76, on a Au fil du temps. En 77, L'ami américain. En 84, Paris, Texas. En 87, Les ailes du désir. Et en 91, Jusqu'au bout du monde. Et Paris, Texas, quand même, 84, c'est la Palme d'Or, quoi. Exactement. Et du coup, donc, voilà. Donc, ok, respect quand même. T'as enchaîné sur le paragraphe d'après qui s'appelle Récompense, qui est très très long. Donc, tu m'étonnes. Je vais revenir à son œuvre avant d'aller sur les documentaires. J'ai pas le temps, Valentin. Bah ouais, je vois. Du coup, dans les documentaires qu'il a fait, en fait, il n'y a pas, un sujet Wenders, on pourrait dire. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a des documentaires vraiment sur tout. Par exemple, alors ça, c'est un documentaire que j'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir au Festival Lumière, qui s'appelle Tokyo Ga. Je l'ai pas vu non plus. En 99, il fait Buena Vista Social Club. Bon, ça, c'est assez connu. Beaucoup de gens l'ont en DVD sans savoir que c'est Wenders qui l'a réalisé. En 2011, il a fait Pina. Et alors, Pina, sur une danseuse, c'est un des films qui est posé sur mon bureau, là, que je dois regarder. Je pense que c'est un de ses plus populaires, peut-être. Enfin, moi, je me souviens d'avoir beaucoup vu. Peut-être qu'il est plus proche de nous en âge, mais moi, j'ai l'impression que c'est l'affiche de lui que j'ai le plus vue. Tu vois, dans des... je sais pas, dans des bibliothèques, dans des trucs, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est l'affiche que j'ai le plus vue. Mais c'est peut-être juste une question de date, je sais pas. Ah ouais, moi, j'aurais pas dit ça. Parce que du coup, j'aurais dit que pour moi, le plus connu pour nous, c'était celui-là qui est sorti en 2014, Le sel de la terre. Oui, Le sel de la terre, parce qu'il est vraiment proche de nous. Mais Pina, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu l'affiche pas mal circuler. Mais c'est peut-être vraiment juste une impression. Pour le coup, c'est pas fondé. Ouais, parce que moi, Pina... avant de choper le DVD, je savais. Ok, non, mais après, oui, t'as raison, parce que Le sel de la terre, pour le coup, en docu, c'est le plus proche de nous, donc c'est celui qu'on connaît le mieux potentiellement. Et donc là, je viens de vous citer certainement plein de films que vous connaissez pas, mais pour vous montrer, en fait, par A plus B, que c'est un réalisateur qui est reconnu, en fait, par ses pairs, déjà, il y a les récompenses. Ça, en vrai, ça prouve que t'es quelqu'un de connu, mais en même temps, je trouve que des fois, ils récompensent juste parce qu'ils doivent récompenser. Moi, je trouve que à partir du moment où tu es président d'un jury, c'est que vraiment, tu es quelqu'un d'important dans le cinéma. Et Wenders, il a été président du jury à Cannes en 89, pour la 42e édition. Et en fait, c'était le choix numéro 2. En fait, à la base, c'était Francis Ford Coppola qui devait être président du Festival de Cannes. Et en fait, il a dit non cette année. Il avait pas envie. Vraiment Vraiment, il a pas honoré son engagement. Et du coup, ils ont pris c'est Wim donc Wenders. une offre qui se refuse, apparemment.
Bon, après, quand t'es Francis Ford Ouais, Coppola, tu fais c'est ce que peut-être tu le veux, genre mais- d'offre que tu peux refuser, sachant qu'il a été jury quand même après en 96. Ah, donc, il est bon, revenu. Ok, bon, il avait peut-être pas le temps, peut-être Voilà. qu'il était en tournage, on sait pas. Ok. Ouais, je sais pas. Et en 2008, il est président du jury de la Mostra. En fait, c'est un festival qu'on parle pas beaucoup, mais qui est quand même important. Pour finir le summum de sa célébrité et de l'importance de son œuvre, je vais vous parler des récompenses qu'il a eues. Et comme c'est un gars qui a eu énormément de récompenses, On va pas tous les faire. que les plus importantes, parce que sinon, on en a pour un épisode d'1h40 comme d'habitude. Et c'est pas le but aujourd'hui. Non, parce qu'il y a ma chronique qui arrive derrière, donc fais vite, s'il te Voilà, plaît. exactement. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que c'est pas un réalisateur qui, à un moment, a fait un coup d'éclat Mm. et qui, après, est Il est disparu. hyper pérenne, quoi, dans sa carrière, c'est un Ouais. truc de fou. Là, les récompenses dont je vais vous parler, la première, elle est en 76, la dernière, elle est en 2015. Et après, il y en avait d'autres que j'ai pas prises. Cette année, il a présenté 2 films au Festival de Cannes, par exemple. C'est énorme. C'est un gars qui est toujours là, mais un peu dans l'ombre, en fait, de la notoriété grand public. Donc, en 76, prix de la critique internationale du 29e Festival de Cannes pour Au fil du temps. En 82, le Lion d'or de la Mostra pour L'état des choses. En 84, donc tu l'as dit tout à l'heure, Palme d'or pour Paris, Texas, mais aussi prix de la critique, prix de la mise en scène, 87, pardon, prix de la mise en scène pour Les ailes du désir. En 93, grand prix du jury pour Si loin, si proche. Ça, les deux, c'était à Cannes. En 2002, le prix Robert Bresson à la Mostra de Venise. En 2014, prix spécial du jury Un certain regard, plus mention spéciale du jury Œcuménique pour Le sel de la terre à Cannes. En 2015, Festival du film de Berlin, l'Ours d'honneur. 2015, César du meilleur film documentaire pour Le sel de la terre, etc., etc. Je pense qu'il a toutes les récompenses qu'il est possible d'avoir à Cannes. Ah ouais? Je pense qu'il les a. Ouais, c'est possible. Je les ai pas toutes en tête, mais ouais. Non, mais trop fort. Hein. Mais il y a un truc pour lequel il a été nommé 3 fois, mais qu'il n'a jamais eu. C'est l'Oscar du meilleur film documentaire. Ah. Nommé 3 fois. Une fois en 2000 pour Buena Vista Social Club, une fois en 2012 pour Pina, et une fois en 2015 pour Le sel de la terre. Il l'aura. Il a encore du temps. S'il a l'Oscar, on peut dire qu'il a fait son grand chelem. Quoi. Et j'ai regardé une interview où il disait qu'il parlait de l'état des choses. Et il disait qu'il savait pas trop pourquoi il avait gagné un Lion d'or. Il me fait trop rire. Il est en mode, voilà, il a gagné, c'est tout. Voilà pour un petit peu faire le tour de Wim Wenders et du Festival Lumière. Je te laisse la place, mais non, c'est à toi de jouer. Bon, alors moi pour préparer, du coup, pareil, je me suis un peu renseignée et j'ai regardé une demi-tonne d'interviews du monsieur. Donc déjà c'est une bonne chose parce que si l'artiste vous intéresse, sachez que vous pouvez facilement trouver de la doc à son sujet parce que on dit qu'il est pas si populaire que ça et tout, mais n'empêche que sur YouTube il y a vraiment une grosse quantité d'interviews. Donc c'est assez cool, moi je les ai dévorées avec plaisir. Mais du coup j'ai emmagasiné beaucoup de choses et sachez à quel point c'est difficile pour moi de trier et de ne vous parler que de certaines d'entre elles. Alors je vais commencer par ce que j'ai entendu qui m'a peut-être paru le plus vrai, c'est plus à titre anecdotique, mais je pense que tous les cinéphiles vont se reconnaître là-dedans, et toi le premier Valentin. Il a dit lors d'une interview pour Télérama, je crois, « Le cinéma, c'est une maison intérieure qui se forme avec tous les films qu'on voit. » Mais oui. Ouais, de ouf. Mais de fou, mais c'est exactement ça. Genre, tu sais, on parle de films doudou, mais tu sais, on parle aussi des fois un peu de safe place quand on se met devant un film, soit qui a bercé notre enfance, soit qu'il y a une ambiance dans laquelle on se sent bien. Enfin voilà quoi, le cinéma c'est la maison pour un cinéphile. Enfin, j'ai trouvé ça trop juste comme il l'a formulé, c'est parfait. J'ai même une autre vision quand tu l'as dit. Je voyais une maison dans ma tête, tu vois, avec genre tout plein d'éléments de films que j'ai vus. Ouais, ah c'est beau ça. Voilà. Ouais. Mais le cinéma, c'est la maison de fou. Et vraiment, les gens qui sont pas cinéphiles, ils doivent pas trop comprendre ce truc-là, mais quand t'aimes le cinéma, bah ouais, c'est la maison, c'est la mif, enfin voilà. Bon, je m'emballe déjà un petit peu, je vais me calmer avant la fin pour continuer cette chronique. Bon, le premier point pour moi, t'en as un peu parlé, qui fait que, selon moi, on est sur un cinéaste qui a tout compris, c'est qu'il réalise de la fiction et du documentaire. Donc t'as parlé un peu des principaux. Moi ça j'aime bien parce que personnellement c'est hyper personnel, mais je déteste cette espèce de ligne imaginaire infranchissable qu'on pose souvent entre les deux catégories de films, même si en soi cette ligne elle s'efface un petit peu je trouve avec le temps et tout ça, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode si un jour on parle d'un documentaire. Ah ça serait bien. Je suis sûre qu'on va parler un jour d'un documentaire de Werner Herzog, je le sens venir. Non c'est juste que t'as envie, c'est pas pareil.
Si un jour tu me laisses les clés du podcast à nouveau, ce sera peut-être ça. On sait pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça manifeste vraiment d'une grande curiosité de la part d'un cinéaste. Et je trouve que c'est la curiosité qui rend riche les films. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas un sujet propre à Wenders. Il fait des trucs hyper différents. Et en fait, voilà. Donc je trouve que c'est ça qui rend aussi son cinéma riche. Ensuite, un gros point caractéristique de Wenders, c'est que c'est un cinéaste voyageur, dit-on. Il dit dans une interview, ma première profession c'est voyageur, et en effet, donc il est allemand, donc il commence en Allemagne, et puis après à Paris, il fait des films à Cuba, Tokyo, aux États-Unis, il va vraiment de partout. Et dans ces films aussi, on voyage, on prend la route, on roule beaucoup. C'est ce qu'il inscrit bien aussi, je trouve, dans le cinéma américain, esthétiquement. Il y a pas mal de films où on traverse les grands espaces. Évidemment, le plus évident, c'est Paris, Texas. Oui. Mais il y a Don't Come Knocking aussi, avec Sam Shepard. Vraiment pour citer que ces deux-là, qui est plus récent, des années 2000, je sais pas trop, je sais plus combien. Et en fait, par rapport à ça, lui-même, il dit qu'il est né dans un pays détruit, qui avait quelque chose à cacher. T'en as parlé tout à l'heure, il est né dans un contexte vraiment d'après-guerre, mais vraiment pile après-guerre, quoi. Enfin, voilà. Je pense une situation largement aussi compliquée que la guerre, je pense, une après-guerre, enfin voilà. Et il dit que quand il a vu l'art dans les autres pays, et même pas que l'art, juste des photos, et quand il a un peu appris comment on vivait dans les autres pays, ça lui a montré que le monde était plus beau et positif, c'est le mot qu'il emploie, que l'Allemagne dans laquelle il a grandi. Donc il est un peu dur avec son pays pour le coup, mais on comprend que dans ce contexte, ça devait être vraiment difficile, quoi. Et du coup, depuis qu'il est petit, le voyage pour lui, c'est une libération. Voilà, c'est vraiment les mots qu'il emploie en français, parce qu'il parle très bien français, puisque comme tu l'as dit, il a étudié à Paris et vécu à Paris. Et d'ailleurs, il a appelé sa société de production Road Movies aussi, parce que justement, à chaque fois qu'ils acceptaient un nouveau projet dans la team, il devait toujours bouger de lieux géographiques, quoi, voire même de pays à chaque fois pour mener les projets. Et c'est un truc qui l'anime vraiment, ce truc de voyage et d'aller chercher partout. Encore une fois, il est super curieux, en fait. Ça se ressent dans ses documentaires, hein. Enfin, juste dans ceux que j'ai cités, il y a Tokyo, il y a Cuba, il y a Le sel de la terre, enfin voilà. Ouais, il va partout, vraiment. Et ça se ressent dans ses fictions aussi, dans les sujets traités, je trouve. Alors donc Wenders a 21 ans, donc il est à Paris à ce moment-là. Et c'est un truc que t'as pas évoqué, mais du coup dont il parle aussi dans les interviews, c'est que il veut d'abord être peintre. Ah ouais, je savais pas. Voilà, c'est son truc. Il veut faire de la peinture, mais il dit qu'il n'arrivait pas à être assez satisfait de ses peintures. En tout cas, donc il habite à Paris, il a 21 ans, il veut être peintre, et puis il va aller voir au cinéma Jules et Jim de Truffaut. Il n'est pas encore cinéphile, il dit qu'en fait il regarde le cinéma un peu comme tout le monde, donc ça doit être avant qu'il fonce la cinémathèque, je pense. Il aime bien le film, mais voilà. Et puis plus tard, il voit Fahrenheit de Truffaut, toujours en 66. Et là, il va le voir 2 ou 3 fois dans la même journée. Et quelques mois plus tard, il commençait ses études en cinéma. Et je pense que c'est là qu'il commence à penser la cinéma. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc je trouve que c'est un truc de fou. Il a vraiment une révélation comme ça avec un film. Et il dit d'ailleurs que sur le moment, il savait pas pourquoi ça l'avait autant frappé. Et puis il a compris petit à petit. Il a un vrai amour pour le cinéma de Truffaut. Vraiment, il a un vrai truc. Et d'ailleurs, quand il a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, il a reçu un télégramme dans sa chambre d'hôtel de Truffaut qui lui disait « Je me souviens de toi » parce qu'ils avaient discuté une fois quand Wenders avait encore fait genre 2 films complètement inconnus au bataillon. Et ils avaient discuté, il lui avait posé des questions et tout. Et Truffaut lui avait envoyé un télégramme quand il avait vu le film, du coup... pour le féliciter et tout. Enfin, il dit pas ce qu'il y avait dans le télégramme, mais il dit que c'était genre sa plus grosse fierté de sa carrière, c'est ce truc-là, quoi. Quand même. Ouais, c'est ouf. Le Lion d'Or, ça doit être en 82, et Truffaut, il est mort en 83 ou 84, donc ça a failli jamais se produire, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf, hein. C'est une trop belle histoire. Puis moi, j'aime bien Truffaut aussi, donc voilà. C'est mon préf de la nouvelle vague. Team Truffaut. Donc, peintre, cinéaste et photographe aussi, t'en as un peu parlé. Wenders, en fait, il est passionné d'images, de représentation visuelle, et je trouve qu'on comprend mieux la forme de son cinéma quand on sait ça aussi, parce que c'est très esthétique, c'est très visuel. Pour autant, sans jamais tomber dans l'exercice de style, je trouve. C'est hyper fin. Il dit lui-même qu'à la base, en fait, il concentrait beaucoup son énergie et son attention sur l'image dans ses films. Et puis, en fait, il dit qu'avec l'expérience, pour dire un peu vulgairement, mais il s'est rendu compte que les mettre bout à bout, ça racontait une histoire.
Et en fait, il a pris conscience de ça vraiment de plus en plus fort. Et du coup, il dit que petit à petit, il est devenu un storyteller, mais que ça n'a pas toujours été le cas, pour le coup. Et je trouve ça intéressant de savoir ça. Je trouve que ça a du sens avec son cinéma en même temps. On comprend bien. Après, le gars avait 50 ans de retard, parce que le photogramme, on avait compris avant que si t'en mettais bout à bout, ça faisait un film, quoi. Enfin... C'est pour ça que je dis vulgairement. Et puis c'est lui qui le dit avec ses mots en français, donc forcément... Mais voilà, mais tu vois, en fait, avec l'expérience, je pense qu'il a compris. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a, même au niveau des étudiants audiovisuels et tout, t'en as beaucoup qui sont, j'en parlais avec une amie l'autre jour, t'en as beaucoup qui sont vraiment très très focus sur leur cadre, leur image. Faut que l'image soit parfaite, trop belle et tout. Mais en vrai, le vrai truc du cinéma, c'est quand même de raconter des histoires. Et ça, on l'a vu plein de fois. Je sais pas, Projet Blair Witch, l'image, elle est dégueulasse. Et en fait, ça te raconte une histoire et voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc un peu au début. Et puis bon, surtout lui, voilà, c'est un passionné de composition, d'image. Voilà, il voulait être peintre, donc ça veut tout dire, quoi. Il est passionné par les couleurs, les formes, la compo, enfin voilà. Et pour aborder sa composition de cadre, justement, on peut préciser qu'il admire beaucoup le travail de Edward Hopper. Je ne savais pas qui c'est, je suis pas du tout calée en peinture, mais c'est un artiste peintre américain new-yorkais, pour être précis. Et lui, il est considéré comme l'un des représentants du réalisme américain. Donc il peint la vie quotidienne des classes moyennes. Il commence par des scènes de vie parisiennes au départ. Donc on a encore un petit parallèle avec Wenders. Ça commence à Paris. Et puis après il va se consacrer aux paysages américains. Vraiment les paysages. Là encore Wenders, les paysages américains. Ça l'a quand même pas mal fasciné. Et on considère que ce peintre-là est devenu... par son art, un témoin des mutations sociales américaines. Et globalement, son œuvre, elle évoque la nostalgie d'une Amérique passée ou encore le conflit entre nature et monde moderne. Mais là où on va retrouver un vrai lien avec le cinéma de Wenders, encore plus que ce que je viens d'évoquer, c'est que on remarque dans ses peintures que la relation humaine, elle est comme un peu effacée et que ces personnages, ils sont souvent seuls et même mélancoliques. Ça, chez Wenders, c'est très, 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 très présent. Il existe des livres, des photos de Wenders. Il y en a 2 principaux, dont un qui retrace un peu l'espèce de repérage qu'il a fait pour Paris, Texas. Ah, oui. Et pour le coup, là, ces photos, elles sont extrêmement proche des peintures de Hopper. C'est flagrant au niveau de la composition et des couleurs, c'est vraiment vraiment flagrant. D'ailleurs ce bouquin, j'ai essayé toute la journée de le trouver et il est soit indisponible soit hors de prix, donc j'espère qu'un jour il y aura une petite réédition un peu plus accessible, je sais pas, mais il a l'air sublime ce livre. Mais il a un autre livre aussi, Instant Memories, je crois, un truc comme ça, sur ses Polaroids, parce qu'il a fait beaucoup de Polaroids. Et du coup, il y a un livre qui existe avec plein de polars. Pour compléter un peu ce que tu dis sur la photographie avec Wenders, au Festival Lumière, il y a du 11 octobre au 31 décembre 2023, donc là sur toute la fin de l'année, ils vont proposer des expos photos de Wenders. Donc il y a 3 expos photos, il y en a une c'est Une fois, photo et histoire de Wim Wenders. Il y a Wim Wenders, arrêt sur image, et la dernière c'est Lieu insolite, photographie de Wenders. Voilà, donc c'est 3 expos photos qui sont dans 3 lieux différents de Lyon. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller les voir en fait. Enfin, ouais, c'est sûr. Des fois, bon, j'avoue quand on me dit expo photo, je suis en mode bon, ok, si c'est pour voir des photos d'oiseaux, voilà. Mais là, je pense qu'il y a un vrai intérêt de cadre et d'image. Ouais. Et moi, je pense que je vais aller voir les 3. Voilà. C'est un photographe à part entière, hein, franchement. Ouais. Trop bien. Moi aussi, j'irai les voir carrément. Donc oui, donc du coup. Dans ces photos justement, et donc particulièrement celle de repérage de Paris, Texas, et un peu partout, mais particulièrement dans celle-là, ce qu'on retrouve, c'est que en fait, on a une utilisation de l'espace qui est hyper particulière, et la photo, c'est beaucoup à propos de comment on gère l'espace aussi. Et en fait, le sujet principal du plan, souvent, on dirait que c'est le vide. C'est pas rare que les personnages ils soient vraiment sur des bords cadres et que vraiment, tu sais, en photo et même cinéma, tu sais, t'as un peu les lignes où l'œil naturellement se dirige et du coup, les photographes, par exemple, marketing ou de la mode ou les trucs comme ça qui veulent vraiment impacter les gens, les consommateurs et tout, du coup, ils dirigent tout sur les lignes sur lesquelles les yeux se portent rapidement et tout. Le fameux Z. Et là, chez Wenders, en fait, un peu comme chez Hopper, du coup, en fait, les lignes où ton œil va tout de suite, il n'y a rien dedans.
c'est du vide. Enfin, tu vois, c'est des... Donc, je vous invite vraiment à aller voir, parce que je vais pas me lancer dans des descriptions de photos, parce que ça va être nul. Mais je vous invite à aller voir... Description de photos en podcast, c'est un nouveau truc. C'est vous fermez les yeux et vous imaginez la photo. Non, ça va être terrible. Mais je vous invite à aller voir les peintures de Edward Hopper et les photographies de Paris, Texas de Wim Wenders. Et vous verrez vraiment, voilà, l'œil, il va vraiment vers du vide. Les bâtiments, ils prennent beaucoup de place. C'est assez coloré, mine de rien. En plus avec la pellicule de l'époque et tu vois le Texas donc hyper ensoleillé et tout, ça fait des couleurs très vives quoi. Et oui, les personnages paraissent très petits aussi souvent, même dans les films ça de Wenders aussi, les personnages souvent ils sont dans Don't Come Knocking, il y a un super beau plan où Sam Shepard il est vraiment perdu au milieu d'un plan immense quoi. Enfin voilà, en tout cas voilà, on a une vraie similitude avec ce peintre là pour finir là-dessus. Et toujours dans l'idée de sa passion pour l'image et donc le cinéma, et ben Wenders, il aime filmer le cinéma aussi. Il y a pas mal de ces films où on assiste à des tournages, par exemple, mais il y a aussi, on voit aussi beaucoup des personnages qui vont au cinéma ou qui discutent devant du cinéma. Quand il peut, c'est pas rare de trouver aussi des hommages très clairs à des grands du cinéma comme Fritz Lang, Federico Fellini ou encore John Ford, enfin vraiment plein d'autres. Donc que ce soit un article dans le journal, dans un des films, il y a un des personnages qui va sur le Walk of Fame et qui s'arrête sur l'étoile de Fritz Lang. Enfin voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça régulièrement. Il va même jusqu'à inviter des amis à lui cinéastes dans ses films. Et donc pour citer que mes préférés, on va dire, parce qu'il y en a plein. Et puis un peu les, entre guillemets, les plus connus, mais il y a Jean Eustache, il y a un grand monsieur, Manuel de Oliveira, qui est un cinéaste portugais, pour la petite histoire. Alors le cinéma portugais, il a pas une place hyper importante dans le cinéma d'auteur et tout. C'est vrai qu'ils ont, ils ont pas tant de gros cinéastes que ça, mais ils avaient Manuel de Oliveira et celui-là, il prend de la place pour vraiment beaucoup. Il a énormément impacté le cinéma d'auteur portugais, du coup, forcément. Et il a vécu jusqu'à 106 ans et il a fait des films jusqu'à la fin. Eh ben, ça, c'est notable. Il s'est jamais arrêté de faire des films. C'est un truc de fou, quand même. Donc, vraiment, le monsieur, quand même foufou. Il invite dans ses films aussi Chris Marker et, last but not least, mais du coup, tu as commencé à en parler, Werner Herzog. Voilà, vous m'avez rien demandé, mais je vous le dis quand même, c'est un de mes cinéastes préférés. Donc, je crois qu'on l'a déjà dit. Je tourne en boucle. Cinéaste allemand aussi, du coup, comme tu disais, qui a une filmographie, je vais utiliser un mot, attention, je pèse mes mots, époustouflante. Époustouflante. Là, Nénon, on l'entend pas, mais il y a eu de l'écho sur sa voix au mixage. Non, mais en fait, parce qu'il a fait un nombre de films assez dingos, et qui est aussi, un peu à l'image de Wenders, hyper diversifié, et évidemment qui fait autant de docu que de fiction. Encore une fois, je trouve ça génial. Et Herzog, c'est quand même le gars qui commence dans les années 60, qui fait des films très chelous, pas forcément facile d'accès, même pas du tout facile d'accès, qui passe à Hollywood au calme, vraiment dans le plus grand des calmes, qui passe par des petits docus sur Netflix en interrogeant Elon Musk, et que tu retrouves un jour sans rien comprendre en toge dans le Mandalorian. Voilà. Bon, j'abuse, il est pas en toge, mais voilà quoi, vraiment. Ah mais oui, je viens de capter. Ouais. Vraiment, moi une fois je suis passée derrière une télé, j'ai dit mais je connais cet homme par contre, et c'est Werner Herzog chez Disney. Incroyable. Donc c'est un cinéaste qui redoute de rien et qui suit son instinct. Et qui est hyper courageux. Enfin bref, mais revenons à l'allemand qui nous intéresse aujourd'hui. Wim Wenders, on en gardera plus tard pour Herzog. Je pourrais vous faire une disserte sur lui. Autre passion de Wenders, et là, Valentin, je vais happer ton attention. La musique dans la peau. Ah ouais, il adore la Starac. C'était totalement faux. Il adore la musique. Du coup, tu as parlé de Buena Vista Social Club, évidemment, en 99. Mais outre les documentaires qu'il va consacrer à la musique ou au monde musical avec Pina, les danseurs et tout, bah, il a des BO souvent assez remarquable. Celle des Ailes du désir, par exemple, elle est assez reconnue dans le milieu de la composition de musique de film et tout. Et puis en plus, dans les Ailes du désir, on trouve une scène de concert sublimissime de Nick Cave, une de mes scènes préférées du film. C'est incroyable. Elle est superbe. Nick Cave, pour un petit point très rapido, qui vient du groupe Nick Cave and the Bad Seeds, qui est un groupe de rock australien avec une identité très forte et une vibe
globalement assez planante. Moi, c'est le mot que j'emploierais. Et d'ailleurs, globalement, souvent chez Wenders, on a des musiques un peu planantes quand même, qui laissent penser un peu à un instant suspendu. Enfin voilà, il y a souvent ce truc-là un peu... Mais planant, j'ai pas d'autres mots. Donc on va garder celui-là. Donc je vais pas m'étaler plus que ça sur Nick Cave and the Bad Seeds, même si on pourrait. Mais pour info croustillante ultra rapido, ils ont une chanson qui a été utilisée dans Peaky Blinders, X-Files, Dumb and Dumber, Wow. Scream 2, Scream 3 et Hellboy. Et ils ont une autre chanson qui a été utilisée dans Harry Potter. Donc voilà, on est sur des messieurs du rock quand même, voilà. Ok. Moi, j'avais lu Wenders qu'il avait fait un truc avec U2. Il a réalisé un clip pour U2. Ouais. Exactement. Et après, ils ont adapté le single qui a été clippé, ils l'ont adapté pour un de ses films. Ils l'ont retravaillé un petit peu, juste pour son film. Trop fort. Et ben en fait, il dit lui-même du coup que lui dit rock'n'roll, le rock en tout cas, il dit ça avec ses mots en français, a formé sa vie parce que quand il avait 17, 18, 19, 20 ans, en fait, en ville, il y avait des jeunes garçons un tout petit peu plus vieux que lui, souvent des étudiants en art ou un peu des marginaux et tout, qui ont formé des groupes et qui ont, comme il dit, électrifié le blues, ça fait du rock, et qui ont en fait inventé un truc qui a changé le monde, surtout en Angleterre, il précise, c'est vrai. Et en fait, il dit surtout que c'est leur courage qui lui a donné l'idée que lui aussi pourrait peut-être oser quelque chose. Et il dit c'est pour ça qu'il y a autant de rock dans mes films, parce que en fait c'est ce qui lui a donné sa première impulsion d'art en fait, enfin créatrice. Je trouve ça hyper beau. Donc un truc qui est hyper appréciable aussi, si vous avez envie de vous faire un marathon Wim Wenders, un peu comme ce que tu vas faire Val, oui. On a des ambiances très différentes dans tous ces films malgré tout. Donc comme on l'a dit, il filme aux quatre coins du monde, en couleur, en noir et blanc, avec des mouvements de cam, en plan très fixe, en pleine nuit éclairé au néon, en plein soleil dans le désert. En fait, il place plein d'ambiances hyper différentes, mais toujours, on retrouve une patte, quoi. C'est vraiment flagrant. Donc, on va trouver par exemple un rythme assez lent, relativement lent, on va dire, qui prend le temps d'observer ses personnages. Au niveau des personnages, justement, on retrouve toujours un jeu d'acteur hyper subtil, rempli de micro-expressions et de regards assez légers. Des plans, du coup, globalement, je dirais assez fixes quand même. Toujours hyper bien composés, on en a déjà parlé. Même quand on pourrait croire de prime abord qu'ils sont juste remplis de vide. Il y a des dialogues ou même des monologues qui prennent leur temps eux aussi et qui sont pourtant souvent lourds de sens. Et je trouve que ça se voit pour le coup beaucoup dans sa direction d'acteur qui est hyper importante parce qu'il y a généralement pas beaucoup d'action dans ces films. D'ailleurs il le dit, à la base c'est pas un storyteller, donc en effet ça donne des films qu'on pourrait dire... Là, j'emploierais pas ce mot pour lui, mais on pourrait, si on extrapolait un peu, on pourrait dire un peu contemplatif, mais je trouve que... C'est fort quand même, le mot est fort. Non, c'est trop fort, mais en tout cas, tu vois, dans l'idée du truc qu'il n'y a pas énormément d'action. Ouais. Mais, allez, vous avez rien entendu, c'est pas vraiment contemplatif, mais... Vous avez compris. Voilà, vous avez compris, c'était pour emphaser sur l'idée. Donc c'est assez minimaliste au sens où c'est très fin, et je pense que quelqu'un qui n'aurait pas envie d'être réceptif peut facilement ne pas l'être, du coup, tout couvert de cette espèce un peu de minimalisme formel, on va dire. Mais par contre, si son cinéma vous attrape, là... En vrai, il peut être vraiment très puissant, et moi pour le coup c'est un cinéma qui me parle et je le trouve vraiment fort, quoi. Je pense qu'il faut se laisser porter en fait. Faut juste vous poser, vous regardez. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas grave, ça vous parle pas, mais faut pas forcément leur se dire ce film il va me faire réfléchir et tout. Non, juste laissez-vous porter, regardez, c'est beau, dans tous les cas c'est beau. Voilà. Mais carrément. Et je pense qu'il faut avoir envie de regarder des gens aussi. Des humains, parce que c'est très humain en fait son cinéma. Il est carrément humain, quoi. C'est des histoires d'humains à taille réelle d'humains, enfin vraiment. Et moi je pense qu'une des raisons pourquoi Wenders il peut faire autant de films et autant de bons films, c'est qu'on sent une maîtrise dans son cinéma. Il y a quelque chose de très mesuré et modéré,
je trouve. Et en fait, pour du coup l'entendre parler de son cinéma et tout ça, et ben moi je comprends dans ce qu'il dit qu'il est assez attaché au langage cinématographique, à la grammaire du cinéma. Il emploie même ces termes. C'est des termes qui existent, mais il les emploie lui-même en interview. Aux structures des films, pareil, c'est un terme que j'ai entendu qu'il a utilisé. Et donc c'est vraiment ce qu'on comprend quand on l'entend parler de cinéma. Et je trouve que de tout ça, on n'en parle pas assez. Attention, ça va être ma petite minute universitaire. Mais on a toujours un peu cette idée de l'artiste avec son talent, son feeling, sa patte, sa gueule. Mais en fait, il y a des règles au cinéma parce que c'est un véritable langage qui a été énormément théorisé en plus. Moi, tout de suite, je pense aux théories du cinéma russe, tu vois, d'avant-garde dans les années 20 avec les effets Kuleshov, les Vertov, les Eisenstein, tout ça. Puis même ailleurs. Enfin, en fait, le cinéma, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup théorisé. Je connais pas assez les autres formes d'art, la peinture et tout, pour savoir si c'est autant le cas, mais le cinéma, on a beaucoup cherché à lui donner des trucs à suivre, quoi. Et en fait, c'est un art qui est entouré de beaucoup de règles, je trouve, finalement. Et moi, je pense que c'est pour une raison assez simple. C'est que mon avis, mais c'est que, en fait, il faut que les gens y croient. C'est une notion qui est peut-être moins présente dans d'autres formes d'art, justement. Mais en fait, au cinéma, on a un pacte de croyance qui prend effet. Et en fait, pour qu'il soit respecté, le spectateur, de son côté, il doit accepter de rentrer dans l'œuvre et de mettre de côté son scepticisme, entre autres, voilà, tout ce qui lui ferait dire « Ah mais c'est n'importe quoi, blablabla ». Mais de l'autre côté, le réalisateur, il a aussi la responsabilité de respecter peut-être quelques principes de base pour que tout ça reste en place, quoi, et que le spectateur dise « Ok, j'y crois ». Alors, évidemment, après, la richesse de l'art, c'est de jouer avec les règles, les contourner, les briser, les remplacer, etc., etc. Et puis, ça évolue énormément entre les théories des années 20 et maintenant, évidemment que c'est plus la même chose. Mais quand même, depuis le début, ça reste un médium qui est assez codé, je dirais, et qui possède un véritable langage qui lui est propre. Et en fait, on réalise pas un film juste au talent, vraiment. Et du coup, je trouve intéressant quand un cinéaste évoque ça, parce qu'avec le côté hyper glamour d'Hollywood et tout, mais en fait, on préfère appuyer sur d'autres aspects de la création cinématographique, et c'est ok, c'est plus vendeur, c'est plus glamour, c'est plus sexy, qui sont réels et tout aussi beaux, parce que tout est beau dans la création d'un film, mais cet aspect-là, vraiment plus technique, grammaire, structure et tout, en fait, il est bel et bien une réalité pour tous les cinéastes, même les cinéastes qui font je sais pas quel film à Hollywood, ou le plus petit cinéaste de film d'auteur. Pour tous, c'est une réalité, et voilà. Et je trouve ça cool qu'un cinéaste parle de ça. Voilà, c'est la fin de ma parenthèse universitaire. En fait, Wenders, par sa carrière vraiment étendue dans le temps, une carrière qui est prolifique et qualitative aussi, pour plein de raisons que je touche seulement du doigt ici en parlant. Il faut regarder ses films pour se faire une idée. Et pour tout ça, Wenders, c'est un cinéaste qui a marqué plusieurs générations quand même. Pour la petite histoire, moi j'ai découvert quand j'avais 17 ans au Festival de Cannes, où j'avais la chance avec l'école d'aller. Toi aussi, Valentin, t'as eu la chance d'y aller avec l'école. Oui. Juste pas la même année. Non. Mais et en fait, donc moi c'était en 2014 et il était venu présenter la séance de Paris Texas pour les 30 ans de la Palme d'Or. Du coup, il était là. Il nous avait présenté la séance et en fait, j'ai j'ai été frappée par ce film, mais pour de vrai, ça peut paraître bête, mais Paris Texas, il m'a ouvert un nouveau monde. Ça m'a donné une première vraie compréhension du cinéma. C'est la première fois que j'ai compris tout ce que ça pouvait être en fait, et une compréhension de ce qu'on pouvait en faire, de ce que des comédiens sans rien dire pouvaient te faire ressentir grâce au langage du cinéma justement, qui vient les soutenir et les appuyer, que le rythme dans un film, ça pouvait être celui que le cinéaste décide sans que le spectateur le subisse. Je sais pas si je suis claire avec cette phrase, mais quand on regarde pas mal de films d'auteur, quand on commence à étudier le cinéma, ou même des films beaucoup plus d'avant-garde, ou des films qui peuvent être très lents ou quoi, des fois, on va pas se mentir, le rythme il est subi par le spectateur, c'est difficile à regarder et tout. Wenders, il prend son temps, c'est un rythme qui est pas tout à fait celui auquel on est habitué si on consomme pas plus que ça de film d'auteur ou quoi, mais je le trouve pas subi pour autant. Mais bon, ça après c'est encore un peu personnel, mais voilà. Et c'est une masterclass de cadrage avec tous les grands espaces vides et les couleurs, c'est ouf. Et en fait, pour moi, Wenders, il s'est donné au vide apparent un sens. Et en fait, au final, tout est rempli de la plus fine des façons. Et quand je suis rentrée chez moi du festival, j'ai parlé du film à ma mère et elle le connaissait. Et c'est un des rares films, parce que forcément en 84, c'était la Palme d'Or, il avait quand même un peu fait parler. Et c'est un des rares films d'auteur aussi
pointu, je dirais, qui nous a rassemblés parce que Wenders, en fait, il est dans le game depuis 50 ans et il peut rassembler des générations de cinéphiles et même un peu moins cinéphiles, justement parce qu'il était quand même connu dans les années 80 et puis au final, il employait quand même des acteurs aussi assez reconnus. Enfin, je pense à Bruno... mince, j'ai mangé son nom de famille. Bruno Ganz dans Les Ailes du désir et tout. Enfin voilà, c'était quand même des grands acteurs, mais Sam Shepard évidemment. Enfin voilà. Donc même un peu moins cinéphile, il était un petit peu connu quand même, en tout cas de cette génération-là. Pour toutes ces raisons-là, en fait, ça n'a rien d'étonnant de le voir recevoir un prix Lumière cette année. Parce qu'il remplit de sens et de vision le cinéma depuis trop longtemps pour ne pas s'attarder sur son œuvre et l'honorer. Waouh. En vrai, c'est très beau. C'est très beau et c'est très vrai. Je pense que c'est à l'instant. C'était ma lettre d'amour à Wim Wenders. Mais on sent que tu l'aimes. On sent qu'il y a quelque chose. Ouais, je trouve très fort. Franchement. Je trouve qu'il a une compréhension de... Je sais pas... Enfin, bon, voilà, c'est tout. J'arrête. Voilà. Et non, il donne quand même... Il y a une très courte vidéo de lui sur YouTube de 50 secondes qui s'appelle Advice to the Young ou je sais plus quoi. Bon, bref, un conseil pour les jeunes. Et en fait, il dit ce truc-là et je trouve que quand tu sais ça, c'est pareil, ça se voit dans son cinéma. Il dit, ne faites pas des trucs qu'il n'y a pas que vous qui puissiez faire. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, quand vous faites un truc, dites-vous que ce truc-là, il n'y a que moi qui peux le faire comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut mettre les pieds dans des projets. Et du coup, pareil, quand tu connais cette perspective-là, déjà, prenez le conseil, les amis, parce que je pense que c'est hyper vrai. Et ensuite, quand tu sais ça, ces films... mais c'est pour ça que je pense qu'ils touchent autant et tout, parce que ils sont que lui. Il y a une vraie patte, en fait. C'est con, mais... Mais ça marche. Mais voilà. Ouais, c'est beau, quoi. Du coup, c'est beau, bordel. Un film, s'il devrait avoir qu'un film, tu conseillerais lequel ? Je précise que j'ai pas tout vu malheureusement. Oui, moi non plus. Je pense que si je devais en conseiller un comme ça, moi mon cœur il est très très pris par Les Ailes du désir, mais je sais que c'est pas le plus facile à regarder. Et du coup, si je devais Paris Texas 84, c'est pas forcément le plus facile à regarder aujourd'hui non plus, même si il est trop beau. Peut-être que j'irais sur Don't Come Knocking justement avec Sam Shepard, parce que lui pour le coup, je le trouve assez lumineux. Il est en plein jour, il est plein de couleurs. Un peu comme Paris Texas, mais non, plus lumineux que Paris Texas. C'est un de ceux que j'ai pas vu encore. Ok, et voilà, je pense que je pourrais conseiller celui-là parce que je pense qu'il est assez facile d'accès et pour autant il est très beau, il y a des scènes très chouettes et l'interprétation est encore au top. Enfin, puis Sam Shepard, voilà. Ouais, Sam Shepard. Là, pour le Festival Lumière, il y a Wim Wenders qui a carte blanche et il a fait un hommage à Sam Shepard. Il a sélectionné 3 ou 4 de ses films, des films dans lesquels il joue, et qui vont être diffusés pour le Festival Lumière. Voilà. Trop bien. Et puis ils ont écrit ensemble aussi. Ils ont écrit des films, hein, je sais plus... Voilà, là j'ai vu l'info passer et tout, mais je sais plus lesquels, mais ils ont écrit des films ensemble. Enfin, ils ont une vraie collaboration. Ouais, quoi. Carrément. Merci Ninon de nous avoir transmis ton amour pour Wim Wenders. J'espère que c'est arrivé jusqu'à vous. Moi, écoute, je l'ai bien ressenti, donc c'est cool. Ouais, très bien. Est-ce que Ninon, tu as des choses, tu voudrais nous partager d'autres choses sur Wim Wenders? Je vais pas rallonger de trop, mais juste le truc, il est ami avec Jim Jarmusch, et moi je suis pas étonnée. Il a la même tête, donc ça m'étonne pas. Alors sans délit de faciès, non mais au niveau du style quoi. Je suis pas je suis pas étonnée. Du style vestimentaire aussi. Mais du style de cinéma. Comprends-moi. Non mais connecté. Oui, ça m'étonne pas du tout. Et en plus moi j'adore Jarmusch. Je trouve que ça me parle plus que Wenders, mais Jarmusch me. Ok, ouais. Parce que peut-être un peu plus impactant, peut-être un peu moins planant justement. Je trouve. Peut-être un peu moins poétique, un peu plus dans le dur, et peut-être plus rock'n'roll. chez Jarmusch. Ouais. Vraiment, il y a plus un esprit punk, tu vois, qui me correspond plus. Et surtout, il fait de la musique, et c'est super la musique qu'il fait, Jarmusch. Ouais, avec Tom Waits et tout, incroyable. Ouais, mais du coup, je me suis juste dit que j'étais pas étonnée, tu vois, vraiment. Et un truc aussi, c'est que du coup, tu vois, je parlais du fait que ça fait 50 ans qu'il est dans le game, mais au final, en termes de casting, c'est assez ouf parce que il balaye vraiment des grands noms, et jusqu'à James Franco, tu vois, dans les années 2010 passées, là.
Et je trouve ça trop cool aussi que, tu vois... Oui, Après, il est obligé, oui. hein, il va pas que rester avec des comédiens de son âge. Il pourrait, hein. Mais tu vois, il va chercher... Enfin, vraiment, c'est un mot qui lui va bien, je trouve. C'est vraiment la curiosité dans les thèmes, dans les... Voilà, dans tout ça. Et je trouve que pour moi, c'est un peu l'archétype, je le dis sans... C'est pas du tout péjoratif et tout, vous avez compris comme je l'aime bien. Mais c'est vraiment l'archétype du cinéma d'auteur, je trouve. Oh là, le gros mot. Non, bah moi je trouve pas. Mais genre, c'est... Quand tu vas dire à quelqu'un... Genre, je trouve que c'est vraiment ce que quelqu'un peut s'imaginer, qui connaît pas plus que ça le ciné. Si tu dis film d'auteur, je pense qu'il peut s'imaginer un peu un film de Wenders, un truc un peu lent mais pas trop. Enfin, tu vois, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est pas du tout dit péjorativement. Oui, et après, ça rejoint un petit peu aussi le nouveau cinéma allemand, tu vois. C'est un petit peu... Pas le but, mais le style, quoi. Ouais, carrément. Le style. Ok. Ouais. Bon, bah, c'est un beau portrait de Wim Wenders. Bah écoute, maintenant il n'y a plus qu'à aller dévorer le festival du coup. Ouais, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'à mon avis, il va y avoir des belles photos surprises. On va documenter tout ça. Je vous dis pas qui je vais voir, mais en tout cas, il risque d'y avoir 2-3 petits réalisateurs pas méconnus dans mes stories. Je vous tiens... Du beau monde. Du beau monde, exactement. Du coup, le Festival Lumière, c'est du 14 octobre au 22 octobre 2023. Et bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Ça va vous faire bizarre, là. Il y a un épisode qui va sortir comme ça en plein milieu du mois. Ça, vous allez pas comprendre, mais vous inquiétez pas. Et puis après, paf, un autre. On se retrouve pour un épisode à la fin du mois. J'espère que vous avez trouvé de quel film on parle. Moi, j'ai commencé à le préparer et ça va être bien. Ça va être très très bien. Oui, ça va être trop cool. Moi, j'ai hâte aussi. Peut-être que le film a été évoqué d'ailleurs dans cet épisode. Peut-être qu'il a été évoqué dans les 2 derniers épisodes, en fait. C'est possible. C'est possible. Bon, Ninon, merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop cool, comme d'hab. Et merci au Festival Lumière et à l'Institut Lumière pour tout ce qu'il fait dans cette belle ville de Lyon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis dans pas si longtemps que ça. Et puis, bon festival à tous. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites photos et nous dire quel film vous êtes allé voir. Allez, à bientôt.